La chirurgie est limitée à quelques éléments que nous appelons des signes d'alerte chaque fois que vous avez une douleur au cou qui irradie vers vos bras ou vos jambes, causant un engourdissement ou une faiblesse, toute douleur lombaire irradiant vers les bras et les jambes, où le patient est incapable de marcher, il n'y a pas de démarche stable. C'est alors que je dis démarche, le schéma de marche est altéré et il y a une perte de contrôle de l'urine ou des selles qu'il ou elle passe. Lorsqu'un patient présente de tels symptômes, nous devons réfléchir et faire quelque chose au-delà de cela. D'accord, il se passe quelque chose de significatif, qui pourrait être n'importe quoi. S'il y a une infection dans la colonne vertébrale, nous sommes dans un pays en développement où la tuberculose, qui est l'infection bactérienne la plus courante dans la colonne vertébrale. Nous sommes, et vous avez d'autres infections bactériennes ou fongiques qui peuvent également se produire dans la colonne vertébrale, donc nous devrons examiner cet angle. C'est un aspect. Le deuxième aspect concerne toute personne ayant une condition dégénérative, c'est-à-dire une usure significative qui se produit dans l'os. Toute dégénérescence ou usure du disque provoque une pression de l'os sur l'os adjacent et parfois ce qui se passe, c'est qu'il peut aussi y avoir un glissement de l'os que nous appelons une spondylolisthésis. Donc ce sont des conditions qui justifieraient une chirurgie. Ainsi, toute infection, toute sorte d'instabilité qui cause des douleurs dans le bas du dos ou dans le cou devrait justifier une chirurgie. À part cela, à quoi d'autre pouvons-nous penser? Tout type de tumeur dans la colonne vertébrale. Donc, ce sont des conditions qui justifieraient certainement une chirurgie. En dehors de cela, nous avons une autre condition que nous appelons des déformations. Quand nous parlons de déformations chez les enfants, les déformations les plus courantes que nous rencontrons sont la scoliose. Quand je dis scoliose, c'est une déformation en forme de S qui se produit chez un enfant. Elle peut donc être congénitale, c'est-à-dire présente dès la naissance. Le type le plus courant est idiopathique. Quand je dis idiopathique, cela signifie que la cause est inconnue dans presque 80 à 85% des cas et pendant la poussée de croissance, la déformation que nous avons observée augmente considérablement en intensité et c'est à ce moment-là qu'une chirurgie est nécessaire. Toute déformation ou toute courbure au-delà de 45 à 50 degrés nécessite certainement une chirurgie afin de prévenir une progression ultérieure. Si vous observez à un âge particulier, disons autour de 12 ans, une courbure qui est déjà presque de 55 à 60 degrés, il y a une forte probabilité que la courbure puisse progresser et nous devons alors intervenir. Encore une fois, les chirurgies de la bosse, que nous appelons kyphose, sont courantes chez les enfants ainsi que chez les adultes. Chez les enfants, nous avons différents types de kyphose qui se produisent. Chez les adultes, c'est principalement à cause de la dégénérescence qui se produit et donc ces conditions nécessitent bien sûr à nouveau une chirurgie. Pour en venir au dernier point, en Inde, compte tenu du nombre d'accidents de la route qui se produisent dans tous les scénarios traumatiques où il y a une sorte de lésion de la moelle épinière et que l'on s'attend à ce que cela s'aggrave si c'est une fracture instable. Si c'est une situation instable, nous devons absolument intervenir dès que possible afin de restaurer l'alignement normal de la colonne vertébrale, permettre à la personne de se remettre sur ses jambes et de mener une vie normale. Donc, ce sont les conditions. La douleur chronique du bas du dos, en général, il n'y a aucune preuve qu'elle nécessite une quelconque intervention chirurgicale. Toute douleur chronique du bas du dos, c'est-à-dire nous ne connaissons pas, ne comprenons pas la cause. Voyez, lorsque nous voyons un patient, nous essayons de faire une radiographie, nous essayons de faire une IRM, nous essayons d'évaluer avec quelques autres tests sanguins et malgré tout cela, si nous ne parvenons pas à trouver la cause exacte de la tension, alors intervenir en disant « D'accord, je vais essayer de faire une chirurgie de fusion et cela pourrait aider pour la douleur chronique du bas du dos » est absurde. Il n'y a pas de preuve concrète qui affirme la même chose. D'accord. Alors, quels sont les avantages que nous avons en chirurgie de la colonne vertébrale au cours des une ou deux dernières décennies? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où c'était? Où c'est maintenant? Les instrumentations, les vis et les cages que nous utilisons de nos jours sont beaucoup plus avancées que ce qu'elles étaient auparavant. Nous sommes arrivés à un stade où nous réalisons beaucoup de chirurgies mini-invasives avec moins de dommages musculaires, moins de saignements, et moins de risque d'infection.
Auparavant, lorsque vous faisiez une chirurgie de la colonne vertébrale, c'était comme si le patient devait rester à l'hôpital pendant 10 jours, 15 jours, rien de tel. De nos jours, nous avons commencé à faire des procédures ambulatoires où le patient vient le matin, subit l'opération et sorti le soir, au maximum 1 ou 2 jours. Même pour les grandes chirurgies, nous sommes capables de sortir le patient en 2 à 3 jours. Donc, c'est grâce aux avancées. Aussi, nous sommes capables de faire ce qu'on appelle le neuromonitoring péropératoire, ce qui nous permet, en temps réel, de comprendre l'état de la moelle épinière, que ce soit la puissance motrice ou la puissance sensorielle. Quand je parle de puissance motrice, je fais référence à la force des muscles dans le membre que vous pouvez bouger contre la gravité. Et la sensation dont nous parlons concerne le système sensoriel, donc nous serons capables d'évaluer les deux pendant la procédure. Afin d'obtenir un retour en direct et de savoir si nous commettons une erreur pendant la procédure, nous pourrons la corriger sur le moment. Donc, c'est une bonne avancée qui existe. Et ensuite, ce qui se passe, c'est l'intelligence artificielle. Quand nous parlons d'intelligence artificielle, il s'agit de la combiner avec la robotique. Donc, auparavant, ce qui se passait, c'est que nous devions, après avoir fixé une colonne vertébrale, en la fixant avec des vis, placer une tige pour aligner la colonne vertébrale. Donc, auparavant, nous devions simplement continuer à faire l'alignement nous-mêmes en pliant les tiges et en les redressant pour qu'elles correspondent à la colonne vertébrale. Mais de nos jours, nous avons ce que l'on appelle l'IA qui nous aide à précourber les tiges avant la chirurgie en se basant sur le scanner CT du patient en question. De plus, lorsque nous devons opérer des colonnes vertébrales déformées ou nous ne connaissons pas l'anatomie exacte, c'est-à-dire que l'anatomie est déformée soit à cause d'une colonne vertébrale déformée, soit lorsqu'un patient a déjà subi une autre chirurgie, ce que nous appelons une chirurgie de révision de la colonne vertébrale, nous ne sommes pas sûrs de l'alignement normal de l'os, si nous devons mettre les vis exactement à cet endroit, si elles vont s'adapter exactement à l'os ou si elles vont pénétrer dans la moelle épinière et toucher les nerfs ou quelque chose de ce genre. Ces choses peuvent être gérées beaucoup mieux avec la robotique. Donc, quand nous parlons de robotique, ce n'est pas le robot qui va faire le travail, c'est le chirurgien qui va faire. À 95 à 100%, ce sera le chirurgien qui va le faire. Mais le robot nous aide à planifier afin que nous puissions avoir jusqu'à 99% de précision dans la chirurgie que nous réalisons. En tant que grand public, vous auriez une idée de base claire de ce qu'est la chirurgie de la colonne vertébrale quand consultez un chirurgien de la colonne vertébrale et quand une chirurgie de la colonne vertébrale doit être effectuée.